le lieu de mariage hivernal ultime. Et le plus beau, c'est que c'est absolument gratuit. Ma mère a annoncé, sa voix résonnant par-dessus le tintement des flûtes à champagne en cristal lors du dîner de fiançailles. Elle a souri chaleureusement à mon frère Cal avant de tourner son regard vers les 300 invités fortunés dans la salle de bal. J'offre à mes garçons l'usage exclusif de notre chalet de ski familial, d'une valeur de 2 millions de dollars, pour toute la semaine du mariage et leur lune de miel. Ma main serrait ma fourchette en argent si fort que le métal commença à s'enfoncer dans ma paume, y laissant de profonds croissants rouges. Elle a fait quoi? Mon frère a envoyé des invitations avec mon adresse. Ronin ne s'en sert presque jamais de toute façon, a ajouté ma mère en me regardant droit dans les yeux, son regard mort et froid malgré le large sourire sur son visage. Ce n'est qu'un ouvrier du bâtiment glorifié en costume. Il est donc normal que Cal l'utilise pour accueillir ses partenaires financiers d'élite. Ce fut le moment où la dynamique familiale toxique est passée d'un simple abus émotionnel à un vol pur et simple. Vous pensez savoir jusqu'où peuvent aller les drames familiaux, n'est-ce pas? Vous pensez avoir vu toutes les formes d'humiliation narcissique. Mais que feriez-vous si votre propre sang volait la plus grande réussite de votre vie pour financer leur fausse réalité? Dites-le moi dans les commentaires, car le cauchemar n'avait même pas encore vraiment commencé. Le vrai choc m'attendait dehors. J'étais assis là, à la table numéro 4, judicieusement placée près des portes de la cuisine, loin de la table d'honneur où Cal et sa fiancée radieuse s'imprégnaient des applaudissements. L'air de la luxueuse salle de bal de l'hôtel sentait le canard rôti coûteux et les lourdes compositions florales, mais tout ce que je pouvais sentir, c'était l'odeur métallique et âcre de ma propre adrénaline qui montait. J'ai regardé ma mère, Marin, lever son verre. J'ai regardé mon père, Alistair, hocher la tête en signe d'approbation fière, tapotant le dos de Cal. Mon chalet de ski, la propriété pour laquelle j'ai saigné. La propriété que j'ai reconstruite de mes propres mains quand ils m'ont dit que j'étais un échec sans valeur. Ils la paradaient comme leur bien personnel. Cal a regardé à travers la pièce, a croisé mon regard, et m'a offert un petit sourire narquois et victorieux. Il a levé sa coupe de champagne directement vers moi. C'était une exécution publique de mes limites, une moquerie familiale délibérée, conçue pour remettre le bouc émissaire de la famille à sa place. Il voulait que je fasse une scène. Il voulait que je me lève et que je crie pour qu'il puisse me traiter de fou, d'instable, et de jaloux de l'enfant chéri. Je ne leur ai pas donné cette satisfaction. Je me suis levé lentement, j'ai lissé le devant de ma veste sur mesure, j'ai posé ma serviette sur la table, et je suis sorti de la salle de bal avec un sourire calme et étudié sur le visage. Chaque pas que je faisais loin de la basse assourdissante de la fête me donnait l'impression de sortir d'un brouillard suffocant. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de réfléchir. J'ai poussé les lourdes portes vitrées du hall de l'hôtel et je suis sorti dans la nuit d'hiver glaciale. L'air froid m'a frappé le visage comme un coup physique, me ramenant brutalement à la réalité. J'ai sorti mon téléphone, prêt à appeler mon gestionnaire immobilier et à changer chaque code de sécurité sur la montagne. Mais avant même que mon pouce ne puisse déverrouiller l'écran, le téléphone s'est mis à vibrer dans ma main. L'identité de l'appelant qui clignotait à l'écran m'a glacé le sang. C'était Evandé, mon avocat en droit immobilier. Evandé n'était pas le genre de type à appeler à 9 h un samedi soir pour parler de la météo. C'était un requin, un homme qui facturait à la minute, et qui ne parlait que lorsque le bâtiment était en feu. J'ai répondu à la deuxième sonnerie. Evandé, dis-moi que tu appelles avec de bonnes nouvelles. Il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil, le genre de silence qui coûte de l'argent et la raison. Ronin, dit Evandé, sa voix dépouillée de son assurance habituelle. Où es-tu en ce moment? Es-tu avec ta famille? Je viens de quitter la fête de fiançailles de mon frère, ai-je répondu, mon souffle formant un nuage dans l'air glacial. Ma mère vient de se lever devant 300 personnes pour annoncer qu'elle donne à Cal mon chalet de ski pour son mariage. Je suis sur le point de tout verrouiller. Ronin, écoute-moi très attentivement, dit Evandé, son ton baissant d'une octave, glissant dans la cadence prudente et précise d'un avocat se préparant à une guerre. C'est pire qu'un lieu de mariage. Le Bureau fédéral d'investigation vient de contacter mon cabinet, plus précisément leur division des fraudes électroniques. Mon cœur s'est arrêté. De quoi tu parles? Quelqu'un vient d'essayer de contracter une ligne de crédit de 100 000 $ sur la valeur nette de ton chalet de ski. Et Ronin, les papiers portent ta signature. Pour comprendre l'ampleur de cette trahison, il faut remonter aux fondations. Il faut comprendre ce que ce chalet de ski signifie pour moi.
ce n'est pas seulement du bois, du verre et de la pierre. C'est mon musée de la douleur. C'est la manifestation physique de ma survie. Il y a 10 ans, je me tenais dans le bureau lambrissé d'acajou de mon père. J'avais 22 ans, j'étais ambitieux, et je cherchais désespérément une once de la confiance qu'il déversait si librement sur mon jeune frère. J'avais trouvé une cabane délabrée et abandonnée sur la meilleure pente de la montagne. C'était une saisie, un désastre de bois pourri et de toiture effondrée, mais le terrain sur lequel elle se trouvait était de l'or. J'avais besoin d'un co-signataire pour un petit prêt commercial, juste une signature pour me lancer. Alistair était assis derrière son immense bureau, faisant tournoyer un verre de scotch, sans même prendre la peine de regarder le plan d'affaires que j'avais mis 3 mois à rédiger. L'immobilier, ricana-t-il, sa voix suintant de dédain aristocratique. Tu veux être un charpentier glorifié, un constructeur en costume? Cal va dans une université de l'Ivy League pour étudier la haute finance. Ronin, il va gérer des fortunes. Tu me demandes de jeter de l'argent par les fenêtres dans un gouffre financier gelé, parce que tu ne peux pas décrocher un vrai poste en entreprise. Cette famille n'investit pas dans des projets sans avenir. Nous n'investissons pas dans des gens sans avenir. Il m'a congédié d'un geste de la main, se retournant vers son écran d'ordinateur. J'étais invisible. J'étais le bouc émissaire. L'échec désigné de la famille, destiné à rester petit pour que Cal puisse paraître immense. Je suis sorti de ce bureau avec rien d'autre qu'une rage brûlante et blanche dans la poitrine. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas pleuré. Je me suis mis au travail. J'ai cumulé 3 emplois. J'ai transporté des briques. J'ai mélangé du béton. J'ai servi des tables la nuit jusqu'à ce que mes pieds saignent. J'ai économisé chaque centime. J'ai obtenu un prêt prédateur à taux d'intérêt élevé qui me tenait éveillé, en sueur froide. J'ai acheté cette cabane pourrie pour 315 000 $. Pendant les 4 années suivantes, j'ai vécu dans un chantier glacial pendant que Cal faisait la fête à Boston, accumulant les dettes de cartes de crédit sur le compte de mes parents, et jouant au jeune loup de Wall Street. J'étais sur une échelle par des températures négatives, à clouer des bardeaux, à installer la plomberie, et à respirer de la sueur. Mes mains étaient calleuses et marquées de cicatrices permanentes. Il y a eu des nuits où le chauffage a lâché et j'ai dormi dans mon manteau d'hiver, tremblant violemment, me demandant si mon père avait raison, me demandant si j'étais juste un idiot jouant avec de la terre. Pas une seule fois mes parents ne sont venus me voir. Pas une seule fois ils n'ont demandé comment je survivais. La seule fois où ma mère a appelé, c'était pour me demander si je pouvais virer de l'argent de poche à Cal parce que son allocation était épuisée. Je lui ai raccroché au nez. Mais je l'ai construit, charpente par charpente, fenêtre par fenêtre. La cabane pourrie s'est transformée en un chalet de ski de luxe à couper le souffle. 3 étages de verre surplombant la vallée, des planchers chauffants, une terrasse panoramique, et un jacuzzi extérieur dernier cri. Aujourd'hui, cette propriété est évaluée à 2 100 000 $. Elle fonctionne comme une location de luxe à court terme de premier ordre, générant 185 000 $ de revenus bruts annuels. C'est une forteresse. C'est mon empire. C'est le joyau de la couronne d'un portefeuille immobilier que j'ai bâti à partir de rien. Et maintenant, la famille qui m'avait traité de voie sans issue, la famille qui avait refusé de me prêter un seul dollar, essayait d'utiliser mon sang et ma sueur pour financer leurs illusions. Je me tenais dans le parking glacial, les lumières de l'hôtel bourdonnant au-dessus de moi, écoutant et Vendée respirer au téléphone. Ils ont falsifié ma signature, ai-je murmuré, la réalité se mettant lentement en place. Ma mère a dit à tout le monde que c'était un cadeau. Mais elle ne voulait pas seulement les clés. Il voulait ma valeur nette. Il voulait du cash, du vrai. Le FBI a signalé la transaction parce qu'elle a déclenché une alerte de fraude massive sur le titre de propriété, expliqua Evandé. L'institution bancaire exige une présence physique et un notaire pour une ligne de crédit aussi importante. Ronin, quelqu'un est entré dans une banque en se faisant passer pour toi. Ce n'est pas un litige civil pour une faveur familiale. C'est une usurpation d'identité fédérale. C'est une fraude électronique. C'est un crime fédéral. La neige a commencé à tomber, poudrant mes épaules. À l'intérieur de cette chaude salle de bal, mon frère buvait probablement encore du champagne coûteux, riant, pensant qu'il avait gagné, pensant que j'allais simplement me laisser faire, parce que c'est ce que j'avais toujours fait pour maintenir la paix. Mais la paix était un luxe que je ne pouvais plus me permettre.
Qu'est-ce qui se passe maintenant, ai-je demandé. L'agent du FBI en charge de la division régionale des fraudes veut vous rencontrer. Lundi matin, à la première heure, dit Evander. Ne confrontez pas votre famille. Ne leur envoyez pas de SMS. Ne leur faites pas savoir que la banque a rejeté le prêt. S'ils pensent s'en être tirés, ils continueront à faire des erreurs. Vous êtes avec moi. Je suis avec toi, dis-je doucement. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller, quand les gens qui partagent votre sang essaient de vous saigner à blanc? Parce que dans ce parking glacial, j'ai réalisé quelque chose de fondamental. Je n'étais plus le bouc émissaire. J'étais le bourreau. Le trajet de retour de la fête de fiançailles fut un flou de lumière d'autoroute et de silence assourdissant. Je n'ai pas allumé la radio. J'ai simplement serré le volant en cuir de mon camion jusqu'à ce que mes jointures me fassent mal, repassant en boucle les mots d'Evander dans ma tête. 100 000 $. Une ligne de crédit. Usurpation d'identité. Ils ne se contentaient pas de franchir une limite. Ils essayaient de démolir toute ma vie. Le lundi matin est arrivé avec un ciel couvert d'un gris brutal, qui correspondait parfaitement à mon humeur. Je suis entré dans le bureau d'Evander, en centre-ville, à 8 heures précises. La réceptionniste ne m'a même pas demandé mon nom. Elle a juste indiqué immédiatement la grande salle de conférence vitrée au bout du couloir. Quand j'ai poussé la lourde porte en verre, Evander était déjà là, étalant une série de dossiers en manille sur la table en acajou poli. Assise en face de lui se trouvait une femme dans un blazer gris impeccable. Elle avait des yeux sombres et calculateurs, et une attitude qui suggérait qu'elle ne tolérait pas les imbéciles. Un insigne doré reposait sur la table à côté de sa tasse de café. « Ronin, » dit Evander en se levant. « Voici l'agent spécial Juno, de la division des crimes financiers et des fraudes électroniques du FBI. »« Asseyez-vous, monsieur Patel, » dit Juno, sa voix strictement professionnelle. Elle n'a pas offert de sourire poli ni de poignée de main chaleureuse. Elle a poussé un dossier épais sur la table vers moi. Je vais vous montrer quelques documents. J'ai besoin que vous confirmiez pour le procès-verbal si vous avez autorisé ou non l'une de ces transactions. Je me suis assis, mon cœur battant un rythme lent et lourd contre mes côtes. J'ai ouvert le dossier. Le premier document était un formulaire de procuration. Il était daté d'il y a 4 jours. Il accordait à ma mère, Marin Patel, une pleine autorité légale pour prendre des décisions financières concernant le chalet de ski, y compris contracter des prêts, signer des contrats avec des fournisseurs, et utiliser la valeur nette comme levier. Au bas de la page, il y avait une signature. Elle ressemblait à ma signature. Les boucles du R et le trait agressif du N étaient presque parfaits, mais c'était légèrement trop soigné, légèrement trop appliqué. Il manquait le flux rapide et désordonné de mon écriture réelle. « Est-ce votre signature » demanda l'agent Juno, ses yeux fixés sur mon visage, observant mes micro-expressions. « Non » dis-je, ma voix stable, bien qu'un frisson de rage pur montait dans mes entrailles. « C'est un faux. » Juno a hoché la tête, prenant une note sur son bloc-notes. Elle a fait glisser un deuxième document. C'était une demande de prêt commercial, une requête pour une ligne de crédit de 100 000 $ utilisant mon chalet de ski comme garantie. L'objet du prêt indiquait « Rénovation de la propriété et organisation d'événements ». Ils essayaient de tirer de l'argent de ma maison, ai-je marmonné en secouant la tête. Le mariage de Cal va coûter plus de 100 000. Ils ne pouvaient pas se le permettre. Ils n'ont jamais pu. Toute la vie de Cal est financée à crédit et par des illusions. C'est pire que ça, intervint Evander, la mâchoire serrée. Regardez le tampon du notaire sur la procuration. J'ai plissé les yeux sur le tampon d'encre bleue. C'était un notaire public légitime d'un centre commercial de l'autre côté de la ville. Une banque ne traitera pas un prêt de cette ampleur sans une signature notariée, expliqua l'agent Juno en se penchant en avant. Ce qui signifie que quelqu'un a dû se présenter physiquement chez le notaire, montrer une fausse pièce d'identité à votre nom, et signer ce papier devant un témoin. Nous avons récupéré les images de sécurité du bureau du notaire. Elle a tourné son ordinateur portable vers moi et a lancé la lecture d'un fichier vidéo. Les images en noir et blanc montraient l'intérieur exigu du bureau du notaire. Au comptoir se tenait ma mère. Elle avait l'air nerveuse, serrant son sac à main de créateur, regardant par-dessus son épaule. À côté d'elle se tenait un homme. Il portait un lourd manteau d'hiver, une casquette de baseball enfoncée sur les yeux et un masque chirurgical couvrant la moitié inférieure de son visage.
Il avait à peu près ma taille, ma carrure. Il a tendu une pièce d'identité au greffier, a pris le stylo, et a signé le papier. Je fixais l'écran, un malaise glacial m'envahissant. Qui est-ce? Nous ne le savons pas encore, dit Junot. Mais nous savons qu'il est complice. Votre mère a orchestré un crime fédéral. Elle a conspiré pour commettre une fraude électronique, une usurpation d'identité et une fraude bancaire. Le logiciel de détection de fraude automatisée de la banque a signalé la demande de prêt parce que l'adresse IP utilisée pour soumettre les formulaires numériques finaux a été retracée jusqu'à un proxy connu, et les variantes de signature ont déclenché leur algorithme. C'est pourquoi nous avons été alertés. Je me suis adossé à ma chaise, me frottant les tempes. Ma mère, la femme qui me préparait mes déjeuners, la femme qui prêchait la loyauté et l'honneur familial, avait engagé un sosie pour me voler 100 000 $. Elle n'a pas fait ça seule, dis-je en levant les yeux vers Junot. Ma mère est manipulatrice, mais elle n'est pas assez intelligente pour comprendre les fausses pièces d'identité et les serveurs proxy. Cal est le financier. Il travaille dans une société de gestion de patrimoine. Il sait exactement comment fonctionnent ces demandes de prêt. Il sait comment contourner les contrôles de sécurité de base. C'est notre hypothèse de travail, acquiesça Junot. Mais pour l'instant, les preuves matérielles pointent directement vers votre mère. Nous devons lier Cal à la conspiration. Si nous agissons maintenant, votre mère prendra tout sur elle. Et Cal s'en sortira indemne, jouant la victime innocente. Non, dis-je, ma voix tombant dans un murmure dangereux. Cal ne s'en sortira pas, Cal est l'architecte de tout ça. C'est l'enfant chéri qui pense qu'il peut piller ma vie pour financer la sienne. Junot a haussé un sourcil. Êtes-vous prêt à porter plainte, monsieur Patel? Ce sont des délits fédéraux. Si nous procédons, il n'y a pas de retour en arrière possible. Votre famille encourra de lourdes peines de prison. J'ai de nouveau regardé la signature falsifiée. J'ai pensé aux nuits froides à construire cette maison. J'ai pensé à mon père me traitant de voix sans issue. Je ne veux pas seulement porter plainte, dis-je. Je veux les voir brûler. Comment piéger un parasite? On lui donne plus de sang. Auriez-vous le cran de laisser votre famille continuer à creuser sa propre tombe? La salle de conférence ressemblait à un congélateur, bien que je sache que le thermostat était réglé à 20 degrés. Evandé se servit une tasse de café, le liquide sombre fumant dans la tasse en céramique, tandis que l'agent Junot fermait son ordinateur portable d'un clic sec et décidé. Si nous voulons monter un dossier de conspiration en béton qui fasse tomber votre frère également, nous avons besoin d'une trace écrite qui le relie directement au fond ou à l'exécution de la fraude, déclara Junot, son ton dénué de toute sympathie émotionnelle. Pour elle, ma tragédie familiale n'était qu'un dossier de plus. Je préférais ça. J'avais besoin de logique froide, pas de pitié. La banque a refusé la ligne de crédit, souligna Evandé, tapotant son stylo contre la table en acajou. Ce qui signifie qu'ils n'ont pas obtenu les 100 000 $. Sans le versement, prouver l'implication directe de Cal dans la fraude électronique devient circonstanciel. Il peut prétendre que sa mère a agi complètement seule, par un désir mal avisé de l'aider. Exactement, dis-je en me penchant en avant. Je connaissais Cal mieux que quiconque. Je savais comment fonctionnait son esprit glissant et narcissique. Cal est un lâche. Il construit toujours un pare-feu entre lui et les conséquences. Il laisse nos parents prendre les coups. Mais en ce moment, Cal a un énorme problème. Il vient d'envoyer 300 invitations à des personnes fortunées. Il a un mariage de luxe à payer et la banque vient de lui couper les vivres. Alors, quel est son prochain coup? Demanda Junot. Le désespoir, ai-je répondu. S'il ne peut pas obtenir l'argent de la banque, il essaiera d'utiliser la propriété elle-même. Il signera des contrats avec des fournisseurs en utilisant ma propriété comme lieu de réception et comme garantie. Il essaiera de retarder les paiements, ou il falsifiera ma signature sur des accords directs avec des traiteurs et des organisateurs d'événements pour me forcer la main. Les yeux de Junot se plissèrent. S'ils transmettent des contrats frauduleux entre États ou traitent des acomptes en utilisant de fausses informations d'identification par email ou portail numérique, cela constitue des chefs d'accusation supplémentaires de fraude électronique. Chaque contrat qu'ils signent est un clou de plus dans leur cercueil. Nous les laissons organiser le mariage, dit lentement Evandé, un sourire prédateur se dessinant sur son visage. Nous n'envoyons pas de mise en demeure. Nous ne les empêchons pas d'accéder à la propriété. Nous les laissons penser que le plan fonctionne parfaitement.
Nous les laissons signer chaque contrat, payer chaque acompte avec les fonds qu'ils peuvent rassembler, et nous documentons chaque document falsifié qu'ils créent. C'était une stratégie brillante et terrifiante. Nous allions les laisser construire un immense et magnifique château de cartes, directement au-dessus d'une mine antipersonnelle fédérale. Je vais mettre une surveillance silencieuse sur le titre de propriété du chalet de ski, continua Evandé. Toute nouvelle tentative de mettre un privilège ou de transférer la propriété nous alertera instantanément, mais cela ne les alertera pas. Ronin, vous devez jouer le rôle du frère inconscient et docile. Je peux le faire, dis-je. Ma voix était stable, mais à l'intérieur, une fournaise de ressentiment rugissait. Junot me tendit une carte de visite. Je coordonnerai avec le procureur de district local concernant l'usurpation d'identité et la visite frauduleuse chez le notaire. Nous retrouverons l'acteur qu'ils ont engagé. Mais monsieur Patel, je dois vous avertir, si vous les confrontez, si vous perdez votre sang-froid et leur criez dessus pendant le dîner de Thanksgiving, toute cette enquête s'effondre. Vous devez sourire aux gens qui essaient de vous détruire. Je leur souris depuis 30 ans pendant qu'ils me traitaient comme un déchet, dis-je froidement. Quelques semaines de plus ne me tueront pas. Je suis sorti du bureau et j'ai marché dans les rues animées de la ville. Les nuages gris s'étaient légèrement écartés, laissant quelques durs rayons de soleil d'hiver frapper le trottoir. J'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé mes messages. Il y avait un SMS de Cal envoyé il y a 1 heure. Salut frangin, maman a dit que tu étais d'accord pour qu'on utilise le chalet pour le mariage. J'apprécie. J'ai besoin que tu vides tes affaires personnelles de la suite parentale d'ici la semaine prochaine. Mon organisatrice de mariage doit prendre des mesures pour les installations florales. Il ne demandait pas, il commandait. Il me traitait comme le personnel de service dans ma propre propriété de plusieurs millions de dollars. L'audace était si épaisse que j'aurais pu m'étouffer avec. J'ai tapé une réponse, mes pouces planant au-dessus du clavier numérique. Chaque instinct de mon corps me hurlait de lui dire d'aller droit en enfer, de lui dire que le FBI surveillait chacun de ses mouvements. Mais je me suis souvenu du sourire prédateur d'Evandé. Je me suis souvenu de l'objectif. Pas de problème, Cal. Je vais demander à l'équipe de nettoyage de préparer la suite parentale pour vous. Tout ce dont tu as besoin pour le grand jour. Envoyé. Le piège était tendu. L'appât avait été pris. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était de calculer exactement combien cela allait leur coûter, car je n'allais pas seulement les envoyer en prison. J'allais m'assurer qu'ils comprennent le prix exact de ma souffrance. Cette nuit-là, j'étais assis seul dans mon appartement en centre-ville. Les lumières de la ville scintillaient à travers les baies vitrées, projetant de longues ombres nettes dans mon salon. Je me suis versé 2 doigts de bourbon pur, j'ai posé le verre sur le bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Quand on passe toute sa vie à être le bouc émissaire de la famille, on apprend à compartimenter la douleur. On enfouit les insultes, les rejets et le sabotage pur et simple dans une boîte sombre au fond de son esprit, juste pour survivre aux vacances. Mais ce soir, j'ouvrais la boîte. Je cataloguais les dégâts. J'ai ouvert une feuille de calcul vierge et l'ai intitulée « Le registre fantôme ». Ce n'était pas pour un juge. Ce n'était pas pour le FBI. C'était pour moi. C'était une comptabilité stricte de chaque dette émotionnelle et financière que ma famille avait accumulée au cours des 30 dernières années. La justice procédurale. La machinerie des conséquences exige des données froides et dures. Ligne 1. Le fonds pour les études universitaires. Incident, quand j'ai eu 18 ans, Alistair m'a informé que le fonds pour les études que mes grands-parents avaient créé pour moi était réaffecté pour couvrir les frais de scolarité du lycée privé de Cal et ses futures dépenses dans l'Ivy League, parce que Cal avait un potentiel plus élevé. Coût, 80 000 $ de frais de scolarité volés. 4 ans de travail de nuit dans un entrepôt pour payer mes cours de commerce au collège communautaire. Statut, dette non résolue. Ligne 2. Le rejet du prêt commercial. Incident, il y a 10 ans, le bureau en acajou. Demande d'un co-signataire pour la cabane pourrie qui deviendrait le chalet de ski. Me faire dire que j'étais un constructeur en costume et une voie sans issue. Coût, l'humiliation de supplier mon propre père. Le fardeau financier d'obtenir un prêt prédateur à 19% d'intérêt, me coûtant 84 000 $ supplémentaires en paiement d'intérêt sur 5 ans. Statut, dette non résolue. Ligne 3. La rénovation du chalet de ski. Incident, 4 ans de travail physique exténuant et glacial.
Zéro visite de mes parents. Zéro appel téléphonique pour savoir si j'étais en vie. Un appel de marin exigeant de l'argent pour le voyage de Cal à Cabo pendant les vacances de printemps. Coup, la dernière once d'espoir que mes parents m'aimeraient un jour pour qui j'étais, plutôt que pour ce que je pouvais fournir à Cal. Statut, perte totale. Faillite. J'ai pris une longue gorgée de bourbon. Le liquide me brûlait la gorge, mais il ne pouvait pas toucher la froideur dans ma poitrine. J'ai continué à taper, mes doigts volant sur les touches, traduisant des décennies d'abus émotionnels enlignés en colonne. Ligne 4. La fête de fiançailles. Incident, marin offrant publiquement ma propriété de 2 millions de dollars à Cal devant 300 invités. Le sourire narquois de Cal. L'humiliation délibérée et calculée. Coup, diffamation publique. Détresse émotionnelle. Statut, compte en recouvrement. Ligne 5. La fraude fédérale. Incident, falsification de ma signature sur une procuration. Embauche d'un acteur pour se faire passer pour moi. Tentative d'extraire une ligne de crédit de 100 000 dollars sur ma valeur nette. Coup, crimes fédéraux. Destruction complète de l'unité familiale. Statut, en attente d'exécution. La feuille de calcul s'est allongée jusqu'à 52 lignes. 52 moments distincts où ils ont choisi Cal plutôt que moi, où ils ont sacrifié mon bien-être pour gonfler son ego. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. C'était la psychologie de la dynamique de l'enfant chéri dans ce qu'elle a de pire. Marin et Alistair avaient passé toute la vie de Cal à le protéger des conséquences, lui disant que le monde lui appartenait. Cal a grandi en croyant qu'il était un roi, mais il manquait de discipline ou de talent pour construire réellement un royaume. Alors, il est devenu un parasite, et mes parents, plutôt que de le forcer à grandir, ont simplement décidé de le nourrir avec mes ressources. Ils ne voyaient pas le vol de ma propriété comme un crime. Dans leurs esprits tordus et toxiques, le chalet de ski appartenait à la famille. Et comme Cal était le centre de la famille, le chalet lui appartenait par nature. Je n'étais que le gardien non rémunéré qui se trouvait détenir le titre de propriété. J'ai cliqué sur sauvegarder. J'ai sauvegardé le fichier sur un serveur cloud sécurisé. Le registre était clos. Le temps de m'apitoyer sur mon sort était terminé. La mentalité de victime était morte. À partir de ce moment, j'étais purement un tacticien. Mon téléphone a vibré sur le bureau. Une notification par email de mon logiciel de gestion immobilière. Sujet, nouvelle demande de fournisseur, Willow Creek Events. Message, bonjour Ronin. Nous avons une équipe d'organisateurs de mariage de luxe qui demande l'accès au chalet de ski demain à 10 h pour commencer à prendre des mesures pour l'installation d'une immense tente chauffée sur la terrasse sud. Ils affirment que la propriétaire, Marin Patel, a déjà autorisé un accès complet. Veuillez nous conseiller. L'installation d'une immense tente chauffée. Ils agissaient incroyablement vite. Cal dépensait de l'argent qu'il n'avait pas, signant des contrats sur une propriété qu'il ne possédait pas. J'ai pris le téléphone et j'ai composé le numéro de ma gestionnaire immobilière, Sarah. Sarah, c'est Ronin, dis-je, ma voix nette. Demain à 10 h, laissez entrer les organisateurs d'événements. Tu es sûr, Ronin, demanda Sarah, semblant hésitante. Il parle de percer des ancrages dans la terrasse pour cette tente. C'est une installation majeure. Laisse-les mesurer. Laisse-les prendre des photos. Sois poli. Offre-leur du café, ai-je ordonné. Mais Sarah, ne les laisse pas percer un seul trou. Et quoi que tu fasses, obtiens une copie du contrat qu'ils prétendent que ma mère a signé. Dis-leur que c'est pour des raisons d'assurance. Je veux une copie de chaque document qu'ils apportent sur ma propriété. La toile d'araignée s'étendait. Ils volaient droit dedans. Les 3 semaines suivantes furent une masterclass en torture psychologique. Pour eux, c'était le stress de planifier un mariage de luxe sur des fondations de mensonges qui s'effritaient. Pour moi, c'était la discipline angoissante de maintenir un faux sourire tout en regardant des criminels jouer dans ma maison. Tout a commencé par un appel de ma mère. J'étais assis dans mon camion devant une nouvelle propriété commerciale que je cherchais à acquérir, examinant des plans, quand son nom a clignoté sur l'écran. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai canalisé chaque once de patience que je possédais, et j'ai répondu. Ronin, chéri. La voix de Marin était vive, musicale, et complètement artificielle.
C'était la voix qu'elle utilisait quand elle voulait manipuler une rivale du country club ou charmer un vendeur de boutique. « Salut, maman. »« Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, gardant mon ton décontracté et léger. « J'appelle juste pour prendre des nouvelles des préparatifs au chalet, » dit-elle. L'organisatrice de mariage, une femme charmante nommée Béatrice, a dit que ta gestionnaire immobilière était un peu rigide hier. Béatrice a besoin d'un accès complet au hangar à bateau pour stocker les arrangements floraux importés. Peux-tu t'assurer qu'elle a les codes? Elle ne demandait pas une faveur. Elle me gérait. Bien sûr, maman, dis-je en forçant un rire. Sarah fait juste son travail, elle suit le protocole. Je te texterai les codes d'accès pour le hangar à bateau. Comment Cal supporte-t-il le stress? Marin soupira. Un son théâtral d'inquiétude maternelle. Oh, tu connais ton frère. Il porte le poids du monde sur ses épaules. Ce mariage doit être absolument parfait pour les partenaires de son cabinet. Tu es vraiment un sauveur, Ronin. Nous avons toujours su que tu te montrerais à la hauteur pour la famille quand ça compterait. Quand ça comptait, c'est-à-dire quand Cal avait besoin de quelque chose que j'avais. Tout pour la famille, ai-je répondu doucement. L'ironie avait un goût de cendre dans ma bouche. Merveilleux. Oh, et Ronin, une dernière chose, ajouta-t-elle, sa voix baissant légèrement, feignant la désinvolture. Il pourrait y avoir des papiers qui arrivent par la poste pour toi. Juste des décharges d'assurance standard pour les entreprises événementielles. Si tu les vois, transfère-les simplement au bureau de Cal. Il s'occupe de toute la paperasse administrative ennuyeuse pour que tu n'aies pas à le faire. J'ai agrippé le volant. Les papiers. Elle parlait des contrats de fournisseurs sur lesquels elle falsifiait mon nom. Elle voulait que je les intercepte et les remette aveuglément à Cal pour que je ne voie pas les énormes responsabilités financières qu'ils attachaient à mon nom. Compris. Je les envoie directement à Cal, dis-je joyeusement. Tu es un bon frère, Ronin, dit-elle avant de raccrocher. J'ai jeté le téléphone sur le siège passager et j'ai expiré longuement et de manière tremblante. La retenue qu'il a fallu pour ne pas lui crier dessus, pour ne pas lui dire que j'avais vu les images de sécurité du FBI d'elle et du faux Ronin, était physiquement épuisante. Mais la stratégie des Vendée fonctionnait. Il devenait négligent. Il se sentait invincible. Au cours des 2 semaines suivantes, les preuves se sont accumulées comme une avalanche. Sarah, ma gestionnaire immobilière, était une professionnelle absolue. Elle souriait, servait du café aux fournisseurs, et photocopiait discrètement chaque contrat qu'il apportait sur la propriété. Le mardi, une entreprise de traiteurs de luxe est arrivée pour inspecter les cuisines. Ils ont apporté un contrat de 35 000 $, avec une signature falsifiée de Ronin Patel autorisant l'utilisation des appareils de cuisine commerciaux. Le jeudi, une équipe audiovisuelle haut de gamme est arrivée pour planifier l'éclairage de la réception. Ils ont apporté un contrat de location d'équipement de 20 000 $, encore une fois, signé par un faux Ronin. À la fin de la 2e semaine, Cal et Marin avaient signé plus de 120 000 $ de contrats de fournisseurs en utilisant ma signature falsifiée et ma propriété comme garantie ultime. Ils payaient les acomptes minimaux de leur poche, drainant probablement les dernières cartes de crédit de Cal, en s'appuyant sur l'illusion de ma richesse pour obtenir les services. J'ai transmis chaque contrat scanné à Evandé et à l'agent Junot. Un autre chef d'accusation de fraude électronique, répondait Evandé par email. Ils creusent une tombe si profonde qu'ils ne reverront jamais la lumière du jour. Mais la tension atteignait un point d'ébullition. Le mariage n'était plus que dans 3 semaines. L'immense tente chauffée devait être érigée sur la terrasse sud dans exactement 4 jours. Si je les laissais la construire, ils endommageraient la propriété. Le jeu de l'observation devait prendre fin. Il était temps de refermer le piège. Je me suis assis dans le bureau d'Evandé un vendredi après-midi. Le ciel extérieur était d'un violet sombre et contusionné, menaçant une forte tempête d'hiver. Nous en avons assez, dit l'agent Junot, regardant la pile imposante de contrats falsifiés sur la table. Le procureur de district local a émis un mandat d'arrêt pour l'acteur qu'ils ont engagé pour la visite chez le notaire. Nous avons l'adresse IP de Cal liée au portail numérique des fournisseurs. Nous avons votre mère sur la caméra. C'est un dossier de conspiration fédérale en béton. Alors, on frappe, dit Evandé en me regardant. On frappe, ai-je confirmé. Mais je ne veux pas que le FBI se présente simplement à leur porte. Je veux qu'ils sentent l'effondrement. Je veux qu'ils regardent leur monde parfait et faux se briser en 1000 morceaux.
Evandé sourit. C'était une expression terrifiante. Alors nous commençons par les fournisseurs. Nous leur coupons l'herbe sous le pied pour tout le mariage. Si vous appréciez cette histoire de karma familial ultime, prenez une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Dites-moi aussi dans les commentaires de quelle ville vous regardez en ce moment. Chaque commentaire aide à diffuser cette vidéo à plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, détruisons ce mariage. La machinerie de la justice fédérale se déplace incroyablement lentement, jusqu'au moment exact où elle décide de frapper. Et quand elle frappe, c'est une véritable avalanche. Le premier domino est tombé un mardi matin misérable et pluvieux. J'étais assis dans mon camion à examiner les offres d'entrepreneurs pour un nouveau projet d'entrepôt commercial quand mon téléphone a vibré avec un numéro sécurisé. C'était l'agent Junot. Sa voix était nette, professionnelle, et portait une pointe de satisfaction dangereuse. On l'a eu, Ronin, dit-elle, le son de clavier cliquetant en arrière-plan. La police locale a arrêté l'acteur qui s'est fait passer pour vous chez le notaire. Il s'appelle Jimmy. C'est un acteur de théâtre raté et un barman à temps partiel en centre-ville. Il a fallu exactement 4 minutes en salle d'interrogatoire pour qu'il s'effondre complètement. Il a pleuré, en fait. Un sourire froid toucha mes lèvres. A-t-il dénoncé ma mère? Mieux, répondit Junot. Il a dénoncé le véritable cerveau. Votre mère était le visage de l'opération, celle qui est physiquement entrée dans le bureau du notaire, mais elle n'a pas planifié ça. Jimmy a remis son téléphone. Il a été engagé via un tableau de bord de petits boulots sur le dark web et a communiqué entièrement via une application de messagerie cryptée. La personne qui l'a engagé, la personne qui a envoyé le PDF exact de votre signature falsifiée pour que Jimmy s'entraîne, et la personne qui lui a viré un paiement de 1 000 $ en crypto-monnaie, était votre frère. J'ai fermé les yeux, appuyant ma tête contre le volant. Cal. Bien sûr que c'était Cal. Marin était trop analphabète sur le plan technologique pour utiliser des applications cryptées et des portefeuilles crypto. Elle n'était qu'un pion consentant, complètement aveuglé par sa dévotion pour son Golden Boy. Cal avait besoin des 100 000 $ pour rembourser ses énormes dettes cachées. Et il a utilisé sa propre mère comme agneau sacrificiel pour entrer chez le notaire, pensant qu'il pourrait rester complètement anonyme derrière un clavier. Nous avons retracé l'adresse IP utilisée pour envoyer le paiement crypto, continua Junot, sa voix suintant d'ironie. Il n'a même pas utilisé de proxy pour la transaction finale. Il a autorisé le paiement depuis son ordinateur de bureau à son cabinet de gestion de patrimoine. L'arrogance est stupéfiante. Nous avons l'empreinte numérique, les journaux de virement, et la confession sous serment de Jimmy. Le filet est refermé. Alors, quelle est la prochaine étape, ai-je demandé, mon cœur battant un rythme lent et lourd contre mes côtes. Evandé est en train de rédiger les grenades légales en ce moment même, dit Junot. Le FBI interviendra sur Cal et votre mère d'ici la fin de la semaine. Mais avant de geler leurs avoirs et de les traîner en garde à vue fédérale, Evandé a suggéré que nous coupions l'oxygène de leur petit mariage de fantaisie. Appelez votre avocat. Profitez du spectacle. J'ai raccroché et j'ai immédiatement conduit au bureau d'Evandé. Quand je suis entré, ses assistants juridiques couraient partout comme une armée se préparant au déploiement. Evandé se tenait à la tête de sa table de conférence, examinant 12 documents juridiques impeccables et terrifiants. C'étaient des mises en demeure. 12 fournisseurs, dit Evandé en levant les yeux avec un sourire prédateur. Le traiteur, le fleuriste, la société de location de tentes de luxe, le quatuor à cordes, les ingénieurs lumière, la société de transport, la pâtisserie de gâteaux sur mesure, les organisateurs d'événements, les vidéastes, le fournisseur de vins importés, l'équipe de sécurité, et l'équipe de nettoyage. Je me suis approché et j'ai pris la première lettre. Elle était adressée à la société de tentes de luxe qui était censée percer ma terrasse. Le langage juridique était d'une beauté absolue dans sa brutalité. Il déclarait clairement que le propriétaire, Ronin Patel, n'avait jamais autorisé l'utilisation de la propriété. Il notait explicitement que le contrat signé par Marin Patel était un document frauduleux, le produit d'une contrefaçon criminelle actuellement sous enquête fédérale active. Il se terminait par un avertissement sévère, tout personnel ou équipement amené sur la propriété de Willow Creek serait considéré comme une intrusion criminelle et tout équipement serait saisi. Chacun de ses fournisseurs a accepté un acompte massif en se basant sur l'illusion que Cal et votre mère avaient les poches profondes et un actif de 2 millions de $ pour les soutenir,
expliqua Evandé, tapotant la pile de papier. Cal a payé les coûts initiaux minimaux, promettant que les paiements finaux massifs seraient réglés la semaine du mariage. Quand ses fournisseurs recevront ces lettres, tout leur calcul commercial changera. La fraude annule leur police d'assurance. Ils vont paniquer, dis-je, visualisant le chaos pur. Ils vont exiger un paiement immédiat et intégral, ou ils vont se retirer, corrigea Evandé. Nous les envoyons par email certifié et par coursier express dès maintenant. D'ici demain matin, la fausse réalité de votre frère va s'évaporer. Il voulait un mariage de luxe à vos frais. Voyons comment il gère la facture. Evandé a cliqué sur le bouton d'envoi de son ordinateur. J'ai regardé la barre de progression fusée à travers l'écran. 12 emails. 12 détonateurs. Le piège s'était officiellement refermé. Que se passe-t-il quand un parasite est soudainement exposé à la dure lumière de la réalité? L'explosion s'est produite exactement 24 heures plus tard. J'étais assis à l'immense îlot de cuisine de mon chalet de ski, sirotant une tasse de café noir, regardant le brouillard matinal descendre des pins à l'extérieur des murs de verre. Mon téléphone était posé face vers le haut sur le comptoir en marbre. J'attendais. À 10h15 du matin, l'écran s'est allumé comme une machine à sous. Le nom de Cal a clignoté violemment sur l'écran. J'ai laissé sonner. Ça s'est arrêté, puis a immédiatement recommencé à sonner. 5 appels manqués en l'espace de 3 minutes. Puis les SMS ont commencé à affluer. Un flux de conscience frénétique qui avait le goût de la panique pure. Ronin, décroche ce putain de téléphone. Qu'est-ce que ton avocat vient d'envoyer à mon organisatrice de mariage? Tu es en train de ruiner ma vie. Appelle-moi tout de suite. Le fleuriste menace de me poursuivre. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai pris une lente gorgée délibérée de mon café. Le silence de la montagne était magnifique. J'ai finalement fait glisser l'écran et accepté le 6e appel. Bonjour, Cal, dis-je, ma voix parfaitement égale, complètement dénuée d'émotion. As-tu perdu la tête, espèce de psychopathe, hurla Cal à travers le haut-parleur, sa voix se brisant d'hystérie. Le bruit de fond semblait chaotique, comme s'il se tenait au milieu d'une rue animée. Mon organisatrice de mariage vient de m'appeler en pleurant. Elle a dit qu'elle avait reçu une menace légale de ton avocat affirmant que les contrats sont des faux. Le traiteur vient d'annuler notre dégustation et exige 30 000 $ en espèces avant midi, ou il se barre. Il se barre, Cal, dis-je simplement. Parce que tu ne possèdes pas de chalet de ski et que tu n'as pas 30 000 $. Il y eut un halètement soudain à l'autre bout du fil. Cal hyperventilait. L'enfant chéri, le maître de l'univers qui me méprisait pour avoir travaillé avec mes mains, était en train de s'effondrer complètement. Maman a dit que tu étais d'accord avec ça, a-t-il crié, pivotant immédiatement vers sa tactique défensive préférée, blâmer quelqu'un d'autre. Maman s'est occupée de toute la paperasse. S'il y a un malentendu avec la signature, c'est de sa faute, pas de la mienne. Tu ne peux pas annuler mon mariage, Ronin. J'ai 300 des personnes les plus importantes du secteur financier qui arrivent en avion. Si je perds ce lieu, je serai la risée de tous. Règle ça. Dis à ton avocat de reculer tout de suite, espèce de perdant pathétique et jaloux. Même maintenant, même en train de se noyer, son instinct était de m'insulter, de me remettre à ma place. Il croyait vraiment qu'il pouvait m'intimider pour que j'obéisse, parce que c'était la dynamique que nos parents avaient imposée pendant 30 ans. Je ne vais rien régler du tout, ai-je répondu, ma voix tombant dans un registre bas et dangereux. Et tu devrais arrêter de t'inquiéter pour le fleuriste, Cal. Tu as des problèmes bien plus graves. De quoi tu parles, a-t-il exigé, sa voix tremblante. Je sais pour Jimmy, dis-je. Le silence qui a suivi était absolu. C'était le silence lourd et suffocant d'un homme qui réalise que le sol vient de disparaître sous ses pieds. Je sais que tu as engagé un acteur sur le dark web, ai-je continué, parlant lentement, laissant chaque mot tordre le couteau. Je sais que tu lui as payé 1000 $ en crypto pour porter un masque et se tenir à côté de notre mère dans un bureau de notaire pour falsifier ma signature. Je sais que tu as essayé de retirer 100 000 $ de ma valeur nette pour payer ta vie de façade. Tu n'as pas seulement volé un lieu de réception, Cal. Tu as commis une fraude électronique fédérale. Tu as commis une usurpation d'identité. Et tu as utilisé notre mère pour le faire. Ronin, s'il te plaît, balbutia Cal, son ton arrogant entièrement disparu,
remplacé par le gémissement pathétique d'un enfant terrifié. Écoute-moi. On peut arranger ça. Nous sommes du même sang. Nous sommes frères. Je te rembourserai chaque centime. Je le jure. Fais juste annuler les avocats. Regarde sur ton Porsche, petit frère, dis-je froidement. Quoi? Regarde par ta fenêtre. Regarde sur ton Porsche. J'ai entendu le bruit de pas, une porte qui s'ouvre, puis une inspiration brusque et terrifiée. Je savais exactement ce qu'il regardait. Evander avait parfaitement synchronisé la livraison. 2 huissiers de justice, flanqués de 2 agents fédéraux armés en blouson, se tenaient sur sa pelouse parfaitement entretenue. Ronin, ils ont des insignes, murmura Cal, en pleurant. Ronin, s'il te plaît, ne me fais pas ça. S'il te plaît. Tu t'es fait ça à toi-même, dis-je. Profite de ton mariage. J'ai appuyé sur le bouton de fin d'appel et j'ai jeté le téléphone sur le comptoir. Je ne ressentais pas de joie. Je ne ressentais pas une montée d'adrénaline triomphante. Je ressentais juste un sentiment profond et lourd de finalité. La tumeur avait été excisée. Le chaos des parasites battait son plein. Les fournisseurs déchiraient sa réputation en ville, exigeant leur argent. Les invités recevaient des emails d'annulation frénétique, et le gouvernement fédéral franchissait sa porte d'entrée pour saisir ses ordinateurs. L'illusion était morte. Mais le règlement de compte familial avait un dernier acte à jouer. Que se passe-t-il quand les facilitateurs sont forcés de regarder le monstre qu'ils ont créé? 3 jours plus tard, l'air dans la salle de conférence du centre-ville d'Evander sentait le produit à polir au citron, le cuir cher, et la peur pure et concentrée. J'étais assis au bout de la longue table en acajou, mes mains soigneusement croisées devant moi. Evander était assis à ma droite, organisant une pile terriblement épaisse de dossiers en manille. La lourde porte en verre s'est ouverte, et ma famille est entrée. Ils ressemblaient à des fantômes. Marin est entrée la première, serrant un faux sac à main de créateur si fort que ses jointures étaient blanches. Son maquillage habituellement impeccable était lourdement appliqué pour cacher les cernes sombres et épuisées sous ses yeux. Cal a suivi, l'air complètement vidé. La démarche arrogante du caïd de Wall Street avait disparu. Il portait un costume froissé et gardait les yeux rivés au sol. Finalement, mon père, Alistair, est entré. Il a essayé de maintenir sa posture autoritaire, bombant le torse, mais sa mâchoire était crispée par la tension nerveuse. Ils étaient accompagnés d'un avocat de la défense en sueur et surmené, qui semblait savoir qu'il se dirigeait vers un massacre absolu. « Asseyez-vous » ordonna Evander, sans lever les yeux de ses papiers. Ce n'était pas une invitation, c'était un ordre. Alistair a claqué sa main sur le dossier d'une chaise en cuir. « Ça a assez duré, Ronin » a-t-il aboyé, essayant de canaliser son ancien pouvoir patriarcal. « Tu es en train de détruire cette famille pour un malentendu insignifiant. Ta mère a fait une erreur avec de la paperasse. » Cal était stressé. « Nous sommes ici pour régler ça discrètement. Dis-nous ton prix pour la location du lieu et nous te ferons un chèque. Tu rappelles tes bulldozers fédéraux tout de suite. » Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas bougé. J'ai juste fixé l'homme qui m'avait dit que j'étais une voix sans issue il y a 10 ans. Evander a laissé échapper un rire sec et bref. Il a fait glisser une seule photographie sur le bois poli. C'était un arrêt sur image haute résolution de la caméra de sécurité du notaire, montrant Marin à côté de l'acteur déguisé. Ce n'est pas un malentendu insignifiant, Alistair, dit doucement Evander, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse. C'est une conspiration en vue de commettre une fraude électronique fédérale. Votre femme a physiquement facilité la falsification de la signature de mon client sur un document financier légal. Evander a fait glisser un deuxième document sur la table. C'était le journal IP et le reçu de transfert crypto. Et ça, a-t-il continué, tournant son regard vers Cal, c'est l'empreinte numérique prouvant que votre Golden Boy a engagé l'acteur, financé l'opération, et tenté d'extraire une ligne de crédit de $100 000 d'une propriété qu'il ne possède pas. Le FBI a déjà saisi l'ordinateur de travail de Cal. Ils ont trouvé les emails jetables. Ils ont tout trouvé. Marin a laissé échapper un sanglot pathétique, enfouissant son visage dans ses mains. J'essayais juste de l'aider, a-t-elle pleuré. Il avait besoin de l'argent pour le mariage. Nous ne voulions pas te déranger, Ronin. Tu as tellement. Nous pensions que tu ne remarquerais même pas le prêt.
J'ai enfin parlé. Ma voix était calme, dénuée de la colère qu'ils attendaient. Vous pensiez que je ne remarquerais pas un privilège de 100 000 $ sur ma propriété, ai-je demandé, regardant directement ma mère. Vous n'avez pas fait ça pour m'éviter d'être dérangé. Vous l'avez fait parce que vous croyez fondamentalement que mes biens appartiennent à Cal. Vous croyez que mes années passées à geler sur un toit, à me casser le dos, et à construire un empire n'étaient qu'un échauffement pour que Cal puisse avoir une jolie fête. Le visage d'Alistair a pris une vilaine teinte de rouge. C'est ton frère. Tu as un devoir envers cette famille. Tu vas envoyer ta propre mère en prison pour de l'argent? Non, papa, dis-je en me penchant en avant, posant mes avant-bras sur la table. Je ne l'envoie pas en prison. C'est Cal qui l'a manipulé pour qu'elle commette un crime, parce qu'il était trop lâche pour entrer lui-même dans la banque. Votre Golden Boy est un parasite. Son cabinet l'a suspendu. Sa fiancée l'a quitté à la minute où le FBI a perquisitionné sa maison, et il risque actuellement jusqu'à 20 ans de prison fédérale. Cal a tressailli comme si je l'avais frappé au visage. Il a finalement levé les yeux vers moi, ses yeux pleins de larmes. Ronin, je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'ai tout perdu. S'il te plaît. Tu n'as pas encore tout perdu, dis-je froidement. Evander a expliqué les dommages civils. Il a ouvert un nouveau dossier. En plus des accusations criminelles fédérales, mon client dépose une plainte civile pour détresse émotionnelle extrême, diffamation, et recouvrement de tous les frais de justice. De plus, les 12 fournisseurs que vous avez escroqués se joignent à un recours collectif contre vous pour recouvrer leurs pertes de revenus et leurs dommages. La responsabilité civile totale s'élève actuellement à plus de 160 000 $. L'avocat de la défense a fermé les yeux et s'est pincé l'arête du nez. Il n'avait absolument aucune défense. Je me suis levé, boutonnant ma veste. J'ai regardé les 3 personnes qui avaient fait de mon enfance un enfer. Le rapport de force était absolu. Je n'étais plus le garçon qui mendiait un cosignataire. J'étais le bourreau. Vous vouliez ma maison, dis-je, ma voix résonnant dans la pièce silencieuse. Maintenant, elle va vous coûter la vôtre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes un véritable survivant des drames familiaux. Merci d'avoir regardé. Veuillez commenter, je gagne, ci-dessous. C'est le code secret pour mes vrais abonnés. Et je mettrai un cœur et répondrai à chaque commentaire qui dit « Je gagne ». N'oubliez pas de vous abonner à pour plus de contenu. Maintenant, regardons l'Empire s'effondrer. Quand une structure familiale toxique commence à s'effondrer, les architectes de cette toxicité ne tombent pas en silence. Ils envoient les singes volants. Ils mobilisent le réseau étendu de tantes, oncles et cousins pour appliquer une pression sociale, espérant écraser la victime sous le poids d'une culpabilité artificielle. Le bombardement a commencé le week-end après la déposition. Mon téléphone est devenu un dépotoir toxique de conseils non sollicités et de manipulation émotionnelle. Tante Linda, la sœur de ma mère, a laissé un message vocal de 5 minutes en pleurant sur la façon dont je détruisais l'héritage de notre grand-mère. Oncle David m'a envoyé un long texto décousu sur le pardon et sur le fait que l'argent va et vient, mais que le sang est éternel. C'est ton frère, Ronin, a écrit David. Il a fait une erreur stupide à cause de la pression du mariage. Vas-tu vraiment le laisser aller en prison fédérale? Tu brises le cœur de tes parents. Sois le plus intelligent. Retire les plaintes. Sois le plus intelligent. La phrase arme ultime utilisée par les agresseurs pour exiger que la victime absorbe silencieusement l'abus afin que la famille n'ait pas à se sentir mal à l'aise. J'étais assis dans mon bureau à domicile, regardant les notifications s'accumuler. Je ne ressentais plus de colère. Je ressentais juste un profond dégoût clinique. Ces gens n'avaient jamais célébré mon succès. Ils ne m'avaient jamais félicité pour avoir bâti un portefeuille immobilier de plusieurs millions de dollars. Ils se souvenaient de mon existence uniquement lorsqu'Cal avait besoin d'être sauvé de ses propres conséquences. J'ai décidé qu'il était temps de mettre fin au cirque. J'ai ouvert la discussion de groupe massif de la famille sur mon téléphone. Il y avait 42 membres dans ce cercle digital de l'enfer. Pendant des années, je l'avais mis en sourdine, ne regardant qu'occasionnellement les éloges sur les promotions fabriquées de Cal ou les vacances somptueuses de mes parents. J'ai tapé un message unique et précis. Pour tous ceux qui me demandent d'être le plus intelligent et de retirer les plaintes, je tiens à clarifier quelques faits. Cal n'a pas fait une erreur.
Il a engagé un criminel sur le dark web pour se faire passer pour moi. Il a falsifié ma signature. Il a tenté de voler 100 000 $ de ma valeur nette pour payer une fête, et il a utilisé ma mère comme complice. Si le FBI ne les avait pas attrapés, je serais actuellement redevable d'un prêt fédéral massif que je n'ai jamais signé, et j'aurais pu perdre ma propriété. Il ne se souciait pas de ma survie. Il ne se souciait que de son image. J'ai joint la photographie haute résolution du reçu crypto-numérique de Cal payant le faux acteur, et la capture d'écran du document de prêt bancaire falsifié. Le sang a essayé de me mettre dans une dette paralysante. Le sang a essayé de ruiner ma vie pour que Cal puisse paraître riche devant ses amis. Le gouvernement fédéral s'en occupe maintenant. Ne me contactez plus, à moins que vous ne proposiez de payer sa restitution. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai regardé les confirmations de lecture apparaître. Une par une, de petites photos de profil sont apparues sous le message. Le silence qui a suivi était assourdissant. Personne n'a répondu. Personne n'a défendu Cal. La preuve physique indéniable du crime a brisé l'illusion du Golden Boy innocent faisant une simple erreur. Tante Linda n'a pas rappelé. Oncle David n'a pas envoyé d'autres textos. Les singes volants se sont dispersés dans le vent, terrifiés d'être associés à une affaire de fraude fédérale. Mais l'isolement ne se produisait pas seulement au sein de la famille. La vie professionnelle de Cal se désintégrait en temps réel. Parce que Cal était un gestionnaire de patrimoine agréé, il était réglementé par la FINRA, l'autorité de régulation de l'industrie financière. Lorsque vous détenez une licence de série 7, vous avez un devoir fiduciaire d'agir avec une intégrité financière absolue. Au moment où le FBI a déposé l'acte d'accusation formelle pour fraude électronique et usurpation d'identité, le service de conformité de son cabinet a paniqué. Cal n'a pas seulement été licencié. Il a été banni de façon permanente de l'industrie financière. Evander m'a transmis l'avis public un mardi après-midi. Le dossier de courtier de Cal avait été mis à jour avec un énorme drapeau rouge, renvoi en raison d'accusations de crime fédéral en attente relative à la fraude financière et à la contrefaçon. Sa carrière était complètement, irréversiblement morte. Le diplôme de l'Ivy League, les costumes chers, l'arrogance, tout a été effacé par une seule entrée dans une base de données publique. Je suis monté au chalet de ski ce soir-là. Les énormes poutres en bois sentaient le pain et la cire chère. Le jacuzzi bouillonnait doucement sur la terrasse, la vapeur s'élevant dans l'air froid de la montagne. Je me tenais là, seul, regardant la vallée sombre. J'ai pensé au mot d'Alistair dans ce bureau en acajou il y a 10 ans. Il m'avait dit que j'étais une voie sans issue. Il m'avait dit que Cal était l'avenir. Maintenant, Cal était un criminel au chômage face à la prison fédérale, et mes propriétés généraient plus de richesses en un mois que Cal n'en avait jamais gagné en un an. L'ironie n'était pas douce. C'était juste un fait froid et dur de l'univers qui se corrigeait lui-même. Le procès était prévu pour le mois suivant. Cal et Marin avaient d'abord refusé un accord de plaidoyer, pensant qu'ils pourraient charmer un jury, mais à mesure que les preuves s'accumulaient, la réalité a finalement écrasé leurs illusions. Ils allaient plaider coupables. La seule question qui restait était de savoir combien d'années le juge leur donnerait. Le palais de justice fédéral était une structure massive et imposante de béton gris et de marbre poli. Il sentait la cire pour sol, le vieux papier, et l'odeur métallique et âcre de l'anxiété. J'étais assis au deuxième rang de la galerie, portant un costume anthracite que j'avais acheté spécifiquement pour cette occasion. Evander était assis à côté de moi, les bras croisés, observant les débats avec le détachement calme d'un prédateur regardant un documentaire sur la nature. Ma famille était assise à la table de la défense. Marin avait l'air fragile, portant une robe grise conservatrice, les épaules voûtées comme si elle essayait de se replier sur elle-même. Cal était assis de manière complètement rigide, fixant la table en acajou devant lui. Son aura de Golden Boy avait été entièrement dépouillée. Il ressemblait juste à un homme terrifié et brisé. Alistair était assis 3 rangs derrière eux, seul. Il avait l'air d'avoir 10 ans de plus que la dernière fois que je l'avais vu dans la salle de déposition. Le stress des frais de justice et de l'humiliation publique avait creusé des rides profondes et amères sur son visage. Parce qu'ils avaient finalement accepté un accord de plaidoyer pour éviter un procès brutal, les débats ont été rapides. Le juge fédéral, un homme sévère sans patience pour l'arrogance des cols blancs, a lu l'exposé des faits pour le dossier. Les accusés se sont engagés dans une conspiration calculée et arrogante pour frauder un membre de leur famille et une institution financière assurée par le gouvernement fédéral afin de financer un événement social de luxe,
a déclaré le juge, sa voix retentissant dans le microphone. Ce n'était pas un crime de désespoir. C'était un crime de pure vanité. Le juge a baissé les yeux par-dessus ses lunettes sur Cal et Marin. Marin Patel, veuillez vous lever. Ma mère s'est levée sur des jambes tremblantes. Compte tenu de votre absence d'antécédents judiciaires et de votre rôle secondaire dans l'exécution numérique de la fraude, je vous condamne à 5 ans de probation fédérale, incluant 500 heures de travaux d'intérêt général, a statué le juge. Marin a laissé échapper un grand sanglot de soulagement. Elle n'allait pas en prison. Mais elle serait une criminelle condamnée, ramassant des déchets sur l'autoroute pendant la prochaine demi-décennie. Cal Patel. Levez-vous. Cal se leva lentement. Il ne regarda pas le juge. Il ne regarda rien. Vous étiez l'architecte de ce stratagème, dit le juge, son ton se durcissant. Vous avez manipulé votre mère. Vous avez fraudé votre frère. Et vous avez utilisé des moyens numériques sophistiqués pour exécuter un vol financier. Je vous condamne à 3 ans dans un établissement correctionnel fédéral. Vous vous rendrez aux US Marshall dans 14 jours. 3 ans. Le chiffre flottait dans l'air comme un poids physique. Cal s'est affaissé sur sa chaise, se couvrant le visage de ses mains. De plus, a poursuivi le juge, enfonçant le dernier clou dans le cercueil. Le tribunal ordonne une restitution conjointe et solidaire. Vous paierez 45 000 $ à Ronin Patel pour ses frais de justice engagés, et vous paierez 120 000 $ aux fournisseurs lésés pour couvrir leurs pertes de revenus et leurs dommages. La séance est levée. Le marteau est tombé. Le son a résonné comme un coup de feu. La dévastation financière était absolue. Cal n'avait pas d'argent, pas de travail, et pas de licence. Cela signifiait que tout le fardeau de la restitution de 165 000 $ reposait entièrement sur Alistair et Marin. Pour éviter d'aller en prison pour avoir violé l'ordonnance du tribunal, il n'avait pas le choix. Il devait liquider. Evander se pencha vers moi. Alistair a mis leur résidence principale sur le marché hier. Ils vendent la maison familiale pour payer les dettes de Cal. L'ironie était parfaite. Ils avaient essayé de voler ma maison pour financer la vie de Cal, et en conséquence directe, ils avaient perdu la leur. Je me suis levé du banc en bois, j'ai boutonné ma veste, et je me suis dirigé vers les lourdes portes en chêne au fond de la salle d'audience. Alors que j'atteignais la sortie, j'ai senti une main saisir mon coude. Je me suis retourné. C'était Alistair. Ses yeux étaient rouges, sa bouche tremblait légèrement. Le patriarche arrogant avait disparu. Il m'a regardé, son fils aîné. La voix sans issue. J'ai descendu les marches de marbre du palais de justice, j'ai sorti mes clés de ma poche, et je suis monté dans ma Porsche. Le moteur a rugi, un grognement profond et puissant. Alors que je m'éloignais du trottoir, j'ai regardé une dernière fois dans le rétroviseur. Le palais de justice s'est estompé au loin. Le registre fantôme était enfin équilibré. Le compte était clos. 1 an plus tard, l'air d'hiver était vif et mordant, portant l'odeur des aiguilles de pin et de la fumée de bois. Je me tenais sur l'immense terrasse panoramique du chalet de ski, appuyé contre la balustrade en cèdre, tenant une tasse de café fumante. La propriété était entièrement réservée pour les 9 prochains mois. Suite à la mise à niveau discrète de la sécurité de la propriété et de la structuration de l'entreprise qu'Evander m'avait aidé à mettre en œuvre, j'avais augmenté le tarif de location nocturne à 1 500 $. Les clients laissaient des critiques élogieuses sur la paix et la tranquillité absolue de la retraite montagnarde. Ils l'appelaient un sanctuaire. Aucun d'entre eux ne savait que cette belle forteresse tranquille avait été construite sur les cendres d'une guerre familiale. Ils ne savaient pas que c'était presque une scène de crime. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était un SMS de mon agent immobilier. Félicitations, Ronin. Le virement a été effectué. Nous avons officiellement clos. J'ai construit 15 forteresses. Chaque brique, chaque acte signé, chaque investissement réussi était un monument à la survie de leur mépris. C'étaient des frontières faites de béton et de valeurs nettes. Cal purge actuellement sa 2e année dans une prison fédérale à sécurité minimale en Pennsylvanie. D'après ce que j'entends, par le biais de parents éloignés, il travaille à la blanchisserie de la prison. Marin a terminé ses travaux d'intérêt général mais reste une paria sociale dans ses anciens cercles de country club. Personne ne veut jouer au tennis avec une fraudeuse condamnée.
Alistair a vendu l'immense maison familiale et a emménagé dans un petit appartement en location en banlieue pour survivre à la ruine financière que Cal leur a apportée. Je n'ai pas échangé un seul mot avec aucun d'entre eux depuis que je suis sorti de ce tribunal. Les ordonnances restrictives qu'Evander a mises en place sont absolues. Je suis un fantôme pour eux et ils sont des fantômes pour moi. La vraie liberté n'est pas seulement financière. C'est la paix absolue et tranquille d'une boîte de réception vide. Je regardais la vallée depuis ma terrasse. Le soleil se couchait, peignant les sommets enneigés de teintes brillantes d'or et de cramoisis violents. J'ai pensé au bureau en acajou. J'ai pensé aux signatures falsifiées. J'ai pensé aux années passées à être entièrement invisible pour l'homme qui mendie maintenant ma présence. Dis à Alistair que je lui souhaite une mort sans douleur, ai-je dit doucement. Mais le compte est clos. David, je ne viendrai pas. J'ai raccroché et j'ai bloqué le numéro. Je ne me sentais pas coupable. Je ne me sentais pas cruel. Je me sentais juste comme un homme qui avait enfin appris à protéger sa propre paix, même si cela signifiait paraître froid aux yeux du reste du monde. Certaines dettes ne peuvent être pardonnées avec des excuses sur un lit de mort. Certains ponts sont brûlés si complètement qu'il ne reste même plus de cendres à balayer. Mais je dois vous demander, car Internet est toujours le jury ultime, ai-je tort ? J'ai protégé mes biens. J'ai envoyé les criminels en prison et j'ai gagné ma liberté. Mais suis-je trop sans cœur et cruel en refusant de rendre visite à mon père mourant pour entendre ses dernières excuses ? Aurais-je dû lui donner cette conclusion ? Ou avais-je raison de protéger mes limites jusqu'au bout ? Dites-moi vos pensées honnêtes et brutales dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Merci beaucoup d'avoir suivi ce voyage. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà dû construire votre propre forteresse pour survivre à des personnes toxiques, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à. Votre soutien signifie tout pour cette chaîne.